En 1930, l'économiste Keynes prédisait qu'avec les progrès technologiques à venir et les gains de productivité qui en résulteraient, on allait finir par travailler seulement 15 heures par semaine, environ. Et le reste du temps serait consacré à nos loisirs, à nos projets personnels, à notre épanouissement, tout ça. Et il a eu à la fois raison et tort. Raison, parce que la productivité a effectivement augmenté de manière spectaculaire depuis 1930. Entre l'automatisation des chaînes de production, les progrès de l'agriculture, l'informatisation, mais il a aussi eu tort vu qu'on travaille encore environ 40 heures par semaine, voire beaucoup plus pour certains. Et c'est pas prêt de changer, manifestement. Et ça craint quand même. Tous ces incroyables gains de productivité, pour quoi, au final ? Pour une société où on travaille presque autant qu'il y a 50 ans, où le burn-out est monnaie courante, où beaucoup de gens sont pressés comme des citrons par leur entreprise, est-ce qu'on ne peut vraiment pas faire mieux que ça ? Alors, face à cela, beaucoup aiment dire qu'on aurait simplement choisi de travailler plus pour pouvoir produire et consommer davantage de trucs. Mais qui est ce on et à quel moment a-t-il choisi ? Est-ce qu'il y a eu un référendum à un moment donné ? En tout cas, le fait est qu'aujourd'hui, si un individu veut travailler 15 heures par semaine pour gagner de quoi vivre correctement, la plupart du temps, ce sera pas possible. Il existe bien sûr des postes à temps partiel, mais ils sont souvent mal payés et ils sont l'exception plutôt que la norme. La norme, c'est plutôt d'être soit complètement au travail, donc avoir un travail à temps plein, soit complètement au chômage, avec assez peu d'options entre les deux. Et pour beaucoup de gens, pour gagner juste de quoi vivre correctement, y a pas le choix, faut travailler 40 heures par semaine, voire beaucoup plus. Le truc, c'est que ces trucs que l'on produit en plus grâce aux gains de productivité, ils ne sont pas répartis très équitablement. Dans son livre « Le capital au XXIe siècle », l'économiste Thomas Piketty montre que depuis plusieurs décennies, il y a une aggravation structurelle des inégalités de revenus et de patrimoine. Et dans un tel contexte, nos fabuleux gains de productivité ont toutes les chances d'être utilisés pour construire, par exemple, des super yachts de milliardaires. Oui, maintenant, avoir un yacht ne suffit plus. Pour être strict crédible, il faut avoir un super yacht. Pour montrer qu'on en a un plus gros que celui du milliardaire d'en face. Alors là, une remarque extrêmement courante, c'est pour construire et entretenir ce super yacht, il faut embaucher des gens, donc ça crée des emplois, donc c'est bien. Et je trouve ce genre de remarque assez agaçante, parce que ça sous-entend qu'à partir du moment où un truc crée des emplois, c'est la preuve que c'est bien, et on peut donc s'arrêter de réfléchir. Alors qu'on pourrait quand même s'interroger 30 secondes sur la pertinence du truc en question. Parce que si on dézoome de l'échelle strictement individuelle, qu'est-ce qu'on a ? On a une utilisation de ressources, d'énergie et de force de travail qui est très sous-optimale, pour rester poli. Si la moitié du PIB mondial était consacrée à construire des statues géantes à la gloire de Jeff Bezos, tout simplement parce qu'il a les moyens de se les payer, certes, ça créerait des emplois, sauf que, concrètement, on aura utilisé une énorme force de travail, on aura usé physiquement et mentalement des millions de gens, avec un salaire probablement pas ouf, et tout ça pourquoi ? Pour une satisfaction assez médiocre et passagère d'une petite poignée d'individus qui se lasseront rapidement de ce nouveau produit de luxe et désireront vite le suivant. Que ce soit d'un point de vue utilitariste ou à peu près n'importe quelle philosophie morale, choisissez votre saveur préférée, c'est vraiment pas terrible, quand même. Les gains de productivité, c'est bien, mais encore faut-il les utiliser de façon judicieuse. Et là, la judiciosité, elle est pas très présente. En passant, je dis pas qu'il faudrait produire exactement les mêmes trucs qu'à l'époque de Keynes jusqu'à la fin des temps, Mais on pourrait imaginer utiliser une partie des gains de productivité pour produire des trucs d'un genre nouveau, et l'autre partie pour réduire le temps de travail. Ça serait pas mal, non ? Mais même si un pays entier arrivait à s'organiser pour utiliser sa force de travail de manière plus judicieuse, les États-Unis, mettons, il y a un autre problème, c'est qu'il y a d'autres pays, et que tous ces pays sont coincés dans une espèce de guerre économique permanente. C'est un discours classique de politicien. Ah oui, réduire le temps de travail, c'est bien joli tout ça. Mais si nous travaillons moins, nous allons être moins productifs, moins compétitifs, et nous allons nous faire bouffer économiquement par la Chine. Et j'avoue avoir un peu de mal à processer cet argument. D'un côté, ça semble faire sens, car la plupart des pays ne sont pas autarciques, et doivent acheter des produits à d'autres pays. Et pour pouvoir acheter des produits, il faut être en mesure d'en vendre en qualité et en quantité équivalentes. D'un autre côté, j'ai le sentiment diffus qu'il y a une sorte d'arnaque là-dedans, mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais bref, quoi qu'il en soit, on pourrait voir cela comme un problème de coordination. Par exemple, à cause de l'évasion fiscale, les différents pays du monde se retrouvent en compétition pour avoir les taux d'imposition les plus bas possibles. Un petit jeu dont ils sortent tous perdants, au final. Enfin, s'ils ont l'ambition de financer à peu près correctement leurs services publics. Et face à cela, plusieurs pays commencent à envisager sérieusement une coordination fiscale pour mettre une limite à cette race to the bottom des taux d'imposition. Et on pourrait imaginer une coordination similaire en termes de temps de travail hebdomadaire.
Bon, la différence, c'est que la compétition fiscale, ça tape directement les gouvernements au porte-monnaie, ce qui est une assez bonne motivation à trouver une solution. Alors que la compétition de productivité au travail, ça concerne juste leurs citoyens. Donc c'est pas directement leur problème. Surtout si la plupart des citoyens en question valident ce discours sur la productivité et la compétitivité nationale, sans réfléchir à l'aspect dilemme du prisonnier international du problème. Bien sûr, on pourrait imaginer que tous les citoyens du monde se mobilisent simultanément pour demander la semaine de 25 heures au niveau mondial. Mais vu l'ambiance actuelle de repli nationaliste, où chacun tire la couverture de son côté, c'est pas gagné. Bref, la productivité prédite par Keynes, elle est bien là, mais entre ça et la semaine de 15 heures, il y a au moins un gros problème d'allocation de la force de travail et un gros problème de coordination internationale. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup des perspectives d'automatisation radicale ouvertes par l'intelligence artificielle. Mais avant de s'émerveiller devant ces perspectives, il faut se souvenir qu'on a déjà eu une augmentation radicale de productivité au cours des 100 dernières années, et quand on voit ce qu'on en a fait, c'est pas brillant. Et il ne faudrait pas s'attendre à ce que les choses se passent magiquement de façon différente avec l'intelligence artificielle. Si on veut espérer profiter des futurs gains de productivité promis par la technologie, faudra déjà qu'on arrive à utiliser correctement ce qu'on a aujourd'hui. Comme disait Pikachu dans Pokémon Donjon Mystère 4, il n'y aura pas d'utopie technologique sans solution politique. Alors, que pensez-vous de tout ça? N'hésitez pas à le dire en commentaire.